Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter un Tools in Action sur une bibliothèque Java, ChronicleQ, donc qui est axée performance, qu'on va qualifier d'extrême. Donc, je me présente, je suis Thierry Abaléa et je suis directeur technique chez Fluo, une start-up dans l'assurance. Je me présente, je m'appelle Ren Mauchi, je travaille chez Finaxis et je suis développeur. Alors, on va parler de systèmes distribués et de performances liées à ce type de système. Alors, on va s'intéresser à du distribué, mais au sein d'une même machine, entre plusieurs processus. Donc, il n'y aura pas plusieurs machines. Donc, l'idée, c'est quand même de tirer parti des ressources d'une machine, déjà, avant de commencer à distribuer. Et donc, on va parler de scalabilité verticale. Donc, souvent, on l'entend comme gonfler un peu le hardware en termes de CPU, mémoire. Mais c'est pour nous avant tout aussi la scalabilité verticale, mieux exploiter à travers l'architecture, le code, les ressources d'une machine. Alors, donc ça permettra de minimiser le nombre de nœuds si on distribue sur plusieurs machines. Si vous êtes Twitter et vous avez des dizaines de milliers de machines, minimiser le nombre de nœuds, ça a un réel intérêt d'un point de vue financier. Et puis, ça va être intéressant de tirer parti des ressources d'une machine quand le problème sera difficilement distribuable et qu'on souhaite quand même avoir des performances, notamment un débit important, de faire en sorte que ça puisse tenir sur une machine. Alors, ChronicleQ, c'est avant tout de l'IPC, donc Inter-Communication Process. On communique entre processus sur une même machine. La personne à l'origine, c'est Peter Lorre, qui a travaillé d'un point de vue open source et en fait qui a créé une société derrière Chronicle Software qui propose différentes bibliothèques, pas simplement des queues, et donc ont tous une caractéristique, la performance et accès, en fait, ses principaux clients sont des salles de marché, des hedge funds, donc tout ce qui est trading. Et donc, on a eu la chance, merci à lui, on a eu la chance qu'il nous aide sur le talk, notamment sur le code avec quelques petites bugs, des problèmes où on a mal utilisé l'API, et puis aussi sur les benches où il a pu travailler avec nous sur l'optimisation. Alors, donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des basses latences. Quand on parle de basse latence, on ne parle pas de la milliseconde, là, dans notre cas. On va parler de quelques microsecondes, à la limite quelques dizaines de microsecondes. Donc c'est vraiment intéressant pour les systèmes de trading et de big data, toujours dans le domaine, particulièrement dans le domaine de la finance, où les technologies classiques, Spark et autres, pourraient ne pas convenir, puisqu'on veut vraiment avoir des basses latences. Donc c'est vraiment le domaine dans lequel on va se situer. Alors, ChronicleQ, il n'y a pas de gestion de flow control. Enfin, il n'y a pas de flow control. Le flow control, c'est vous avez un consumer qui peine à traiter suffisamment rapidement les messages. Derrière, il pourrait y avoir de la back pressure, en gros, de ralentir le producteur. Là, l'idée, c'est par exemple, vous avez comment s'appelle, les marchés qui publient des prix. Derrière, vous n'êtes pas en mesure de dire au marché ralentis un petit peu, je ne suis pas. Également, si vous allez, vous, au sein de votre système de trading, vouloir publier des informations, par exemple pour de la compliance, il est hors de question que pour ces informations, ces problèmes de compliance, on aille retarder le système critique de trading. Et donc, c'est bien une future, l'absence de flow control. Alors, c'est basé sur les memory map files. Donc, les memory map files, c'est une fonctionnalité offerte par les systèmes d'exploitation, Linux, Mac, Windows, avec des différences entre elles, mais on les retrouve sur tous les OS. En gros, on a un processus qui lit sur la mémoire virtuelle, ça, c'est pas propre au memory map file. Les blocs de mémoire sont contigus, et comme vous le savez, c'est lié à la mémoire physique, où là, les blocs de mémoire ne seront pas forcément continus. Et les memory map files, c'est en fait être en capacité d'avoir un bloc mémoire qui va être mappé avec le disque. En gros, ce qu'on écrit dans la mémoire va être, par le système d'exploitation, de manière asynchrone, écrit donc toutes les informations sur le disque. Et donc, évidemment, on peut avoir un producteur, un consommateur.
ils n'auront pas besoin d'attendre que ce soit écrit sur le disque pour pouvoir échanger les informations. Ils lisent vraiment au niveau de la mémoire. Donc, ce qui veut dire que là, vous avez la représentation d'un processeur. Si vous avez vos deux processus qui tournent en gros sur le même processeur, mais des cœurs différents, ils vont pouvoir exploiter la communication des caches de niveau 2. On parle de snooping, en gros d'aller un peu sniffer ce qui se passe dessus. Vous voyez, de l'ordre, c'est de 3 nanosecondes pour le CPU pour descendre. Pareil pour remonter, c'est des choses extrêmement rapides. Et ça a été prévu pour qu'il y ait moins d'un garbage collector mineur par jour, parce que vous le savez, ça impacte beaucoup la latence. Donc ça produit à peu près un ou deux objets par requête. Donc on peut traiter énormément, si on dimensionne bien l'hidden space, traiter énormément sur la journée. Alors, on a choisi, pour illustrer la présentation, donc, une plateforme de vente de concerts, de tickets de concerts. Et on a choisi cet exemple pour une raison bien particulière, c'est pour illustrer des problèmes de contention. Donc on va avoir plusieurs concerts avec plusieurs catégories, et ça, on va pouvoir le distribuer assez facilement sur plusieurs serveurs. Par contre, on va avoir de la contention quand on va vouloir traiter une catégorie donnée. Donc ici, je vous présente un peu le schéma. Donc à droite, on a des fournisseurs de concerts, et à gauche, on a des acheteurs donc, qui sont sur Internet. Et donc, ce qu'on va vouloir implémenter ici, à travers Chronicle Queue, c'est la communication entre les différents process, qui est illustré ici. Et donc, c'est de l'event base. Voilà, on est sur de l'event base, donc on a des événements et des commandes. OK, place au code. Tac. Je te laisse commencer à présenter le code. Donc là, je vais vous présenter le code. Donc on a des commandes ici, qui sont des simples POJO et qui étendent Abstract Marshallable, qui est une classe abstraite de Chronicle Wire. Donc on utilise la sérialisation de Chronicle Wire. On a également des événements, comme Allocation Approved, qui est également un POJO et qui étend également Abstract Marshallable. On a deux interfaces donc, qui sont destinées à traiter les commandes, donc qui contiennent des méthodes qui renvoient de void et qui traitent donc, des commandes. Et une deuxième interface qui s'appelle Event Handler, qui va traiter donc, les événements, qui a des méthodes de type void et qui va donc traiter les différents événements. On a également une classe qui s'appelle Concert Services, qui va aller implémenter Command Handler et qui a un Event Handler en attribut et qui va donc être l'implémentation de notre Command Handler. On va passer à l'implémentation. Je te laisse commencer. Donc là, en fait, on va créer sur un processus, en fait, on va publier des concerts. Donc là, on se place d'un point de vue vendeur. Ah, petit problème. OK. Ouais. Et donc, on va faire ça dans une classe seed client. OK, donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est de créer la queue sur laquelle on va publier. Donc là, on a le chemin de la queue, du fichier qui va être lié au memory map file. Et en fait, Chronicle Queue, donc on récupère une instance. Chronicle Queue, c'est l'interface principale sur Chronicle Queue. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir publier des informations sur Chronicle Queue, en particulier les concerts. Donc là, on va créer des concerts. Donc là, on a sur la queue, on fait un create appender. Donc un appender pour écrire, et on va utiliser une fonctionnalité particulière de Chronicle Queue, qui est d'aller créer un proxy sur l'interface Command Handler. Ce qui veut dire que quand je vais appeler Command Handler, je ne vais pas exécuter directement, je n'ai pas parlé de la classe d'implémentation, je vais en fait, Chronicle va aller prendre cet appel de méthode et les paramètres, et mettre ça sous forme de message, et les publier dans la queue. Et donc, là, on va pouvoir... Donc là, on crée les différents concerts. On a un stream et on va créer en fait deux concerts simplement, mais en appelant la méthode onCreateConcert. Et là, on va vous montrer via un dump en fait, qu'on peut aller voir ce qui s'y passe. Ça peut être intéressant pour du troubleshooting. Ça peut être intéressant pour récupérer ces queues-là de production et rejouer les différents messages.
Donc là, on a les différents concerts. En gros, on voit qu'il y a un appel de méthode, un create concert et les différents paramètres. C'est en YAML, donc un peu plus concis, human-friendly que du JSON. Et par contre, c'est écrit, donc si tu peux montrer le code de la création, on a le mot-clé, on appelle la méthode binary, en fait on écrit en binaire. Donc c'est Chronicle Wire, le framework de sérialisation qui va gérer ça. Et donc voilà. Ok. Donc Thierry, on va passer à... Donc maintenant on a écrit... On a écrit des demandes de création de concerts et dans notre Chronicle Concert Service, on va vouloir lire dans la queue ces concerts qui ont été créés. Donc ici, on va créer une queue sur le Create Concert. On va créer un reader. Donc le reader, lui, on va créer un tailor. Donc le tailor va nous permettre de lire de façon séquentielle dans la queue. Et par contre, il va falloir lui passer un méthode reader. Donc il va falloir lui passer une classe concrète qui va nous permettre donc de traiter nos commandes. Et pour ça, on va créer donc une instance de concert service. Et le concert service, comme je vous disais tout à l'heure, il prend en paramètre un event handler. Parce qu'à chaque fois qu'on va créer une commande, on va les déléguer et on va aller créer des événements qui correspondent, on va les publier. Donc ici, je vais donc créer un proxy sur event handler, puisque à chaque fois qu'une commande va être créée, donc des événements vont être publiés. Et il ne faut pas oublier aussi de créer le reader donc sur le command handler, sur le ticket purchase, donc les demandes d'achat de tickets qui vont être émis par les clients sur le web. Donc là, on a déjà une version fonctionnelle. Par contre, tout à l'heure, on avait un try with resource quand on crée notre queue. En fait, les queues sont closable. Ouais. Donc là, il va bien falloir gérer la fermeture. Autant on pouvait closer tout de suite après avoir créé les concerts. Là, autant pendant toute la durée de la JVM, il va falloir que les queues soient, on va dire, non ouvertes. Et donc, on va closer en fait sur le shutdown de la JVM. Donc là, on fait tout simplement un close à la fermeture. Maintenant, là, il n'y a rien qui va être traité. On va devoir ajouter un thread dont le but va être d'aller lire sur les différentes queues et d'exécuter le code correspondant. Donc là, on a une boucle infinie, while true, sur lequel en fait, on lit sur les différentes readers. Et donc, en lisant ces messages, c'était des messages sur un proxy, ça va exécuter le code au niveau de notre concert service. Alors, là, on va rajouter maintenant une gestion d'affinité. Alors, on va voir ce que c'est. Vas-y, tu peux afficher le code. C'est le... Voilà. Alors, donc là, on a entouré notre code d'un try-catch et on gère un log d'affinité. Un log d'affinité, le but, ça va être de dire qu'on souhaite que le thread soit toujours schedulé sur le même cœur. Le but de ça, c'est on souhaite que les caches soient chauds. On peut se permettre qu'on soit déschedulé, mais quand on est reschedulé, quand le thread, on veut traiter de nouveau un événement, on veut le traiter sur le cœur où on travaillait juste avant. Le but, c'est que il y ait les informations qui nous intéressent sur le cache. Et là, vous voyez, vous aviez une boucle while true, donc c'est un peu agressif parce qu'en fait, les méthodes, les méthodes read1, elles ne sont pas bloquantes. S'il n'y a pas de message à lire, il nous renvoie false. Et donc, on va inutilement être tout le temps à 100% du CPU. Donc, l'idée, c'est d'ajouter un long poser. Donc, si vous venez de traiter did some work, en gros, lire un message et le traiter, vous allez faire un reset du poser. En gros, c'est je ne pars pas en pause parce que si ça se trouve, j'ai un autre message à traiter. Par contre, si j'ai rien traité, la queue est vide et là, je me permets une pause. Pause qui va être plus ou moins longue. Il y a différentes stratégies. On boucle, on fait des yields qui permet de dire à l'OS qu'il peut rescheduler. Et puis après, on va avoir des sortes de parcs, en gros, une sorte de sleep. On n'attendra pas plus de 10 millisecondes avant de vérifier s'il y a de nouveaux messages. Ok, donc on va pouvoir procéder à la démo. Hein. Un petit, Donc je vais lancer mon Chronicle Webmain. Je vais lancer mon Chronicle Concert Service. Puis là, je vais pouvoir aller voir donc, sur ma page
Et là, donc, j'ai bien mes différents concerts qui s'affichent. Et je vais pouvoir aller acheter des places. Donc, voilà. OK, et une fonctionnalité qu'on peut vous montrer, c'est on va arrêter les deux process et on va les redémarrer. Et là, qu'est-ce J'ai qui se pas passe? pas mis de persistance outre les queues. Et si je refresh, je retrouve exactement la même chose. Pourquoi je retrouve exactement la même chose? C'est parce que j'ai relu l'ensemble des événements qui étaient dans les queues et réexécuté le même code, tout simplement. Ce qui peut être vraiment intéressant pour débugger un bug, si on gère tous les événements extérieurs via ces queues-là, de pouvoir prendre les choses du serveur de production et de remettre exactement en mémoire ce qui s'est produit. Donc c'est vraiment, ou pour de la performance, si vous voulez rejouer des benches de performance, vous pouvez rejouer vraiment un flux de prod. Après, mettre une gateway, un bouchon pour évidemment pas aller communiquer avec l'extérieur, passer des threads et autres. Mais on va pouvoir faire du test de perf avec des vraies données de prod très simplement. Et alors, il y a quand même, donc là on traite tous les messages à chaque fois, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc on peut implémenter des stratégies de replay. Hops. Donc on a un petit test unitaire pour vous montrer. Donc là, vous avez create concert, etiquette purchase qui prend number of event per queue qui est de 4. On crée 4 concerts et on crée 4 tickets. Après, on a une boucle derrière dans laquelle on va aller créer les queues, ouvrir les queues et puis donc aller faire les différents traitements. Par contre, number of reads par queue, il est plus important que le nombre d'événements par queue. J'ai fait donc 4 plus 2, on a 6. Et donc, qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends, alors, derrière, en fait, je vais mesurer à chaque fois que j'appelle le code. Et donc, je m'attends à ne pas avoir plus de 4 créations de concerts à chaque fois que je remonte, je remonte le service, et 4 achats de tickets. Alors, du coup, pour que ça fonctionne et qu'on n'aille pas relire les mêmes événements, en fait, l'idée, ça va être de dire que là, on lit les commandes sur genre event handler queue et non, c'est pas celle-là. Le create concert queue et le command handler queue, on lit les événements et on va dire que si on a fait le traitement, on l'a publié dans l'event handler, on ne souhaite pas le retraiter. Donc si jamais il y avait par exemple un crash et on commence à processer le message, mais on n'a pas publié les événements, en gros le résultat, l'idée ça va être de vouloir faire un replay. Il y a d'autres stratégies, mais là c'est ce qu'on se propose de faire. Pour ça, on va devoir mettre record history ici sur l'event handler. En gros, il va pouvoir savoir que quand il a un événement, il est corrélé au message de commande. Et ici, sur les readers, je dis after last written et je précise la queue en gros de sortie. Donc, je dis lis-moi les événements correspondant aux sorties, mais seulement celles qui n'ont pas donné lieu. En gros, positionne-moi à toutes celles qui ont produit une sortie sur mon event handler. Donc on peut jouer le test. Hop. Et alors, donc là, il est vert. Et juste montrer qu'on ne fait pas du fake. Et hop. Et donc là, Donc ça là, fail. ça fail. On a, en fait, on s'attendait à 4 et on a eu 6 parce qu'on a rejoué tous les événements. Hop. Donc voilà, on a également produit des benchmarks. Donc l'approche qu'on a suivie, on a mesuré des latences et différents débits. Donc pourquoi mesurer des latences et des débits? Parce qu'on peut très bien envoyer énormément de messages, 1 million de messages, et avoir des latences qui sont complètement pourries, qui sont de l'ordre de 10 secondes, etc. Donc ce qu'on a fait, on a envoyé donc différents débits, de 50 000 messages secondes jusqu'à 1 million de messages secondes. Donc on a 2 séries de tests, une série de tests qu'on a fait sur du TempFS et une série de tests sur un disque dur physique.
Donc là, ce qu'on a sur le graphique, c'est le typical, donc c'est la médiane. Donc ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est que 50% des messages ont une latence quand je suis dans l'ordre de à 800 000 messages secondes. J'ai une latence qui est d'à peu près 0,75 microsecondes. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais m'intéresser maintenant aux autres pourcentiles. Donc à 99% des messages, maintenant là je suis autour de 600 000 messages secondes. Moi j'ai une latence qui est de l'ordre de 2,5 microsecondes. Et si je regarde le pourcentile suivant, je vois que ça n'a pas trop varié. Je suis toujours dans l'ordre de 2,5 microsecondes. Et donc là, ici, sur TempFS, mon système, donc l'application qu'on a vue là, elle est capable de supporter 600 000 requêtes secondes. Ce qui est plutôt impressionnant. Donc ici, j'ai exactement la même série de tests, mais qui a été produite sur un disque dur physique. Et donc là, ici, on voit qu'aux alentours de 600 000 messages secondes, j'ai une latence qui est plutôt acceptable. Donc quand je vais m'intéresser au pourcentile suivant, à 99%, je vais voir qu'à peu près 400 000 messages secondes, j'ai une latence qui est toujours acceptable, et qu'après, bon, ça augmente énormément. Et si je vais aller regarder le dernier pourcentile, bah là, je vois qu'à 200 000 messages secondes, alors l'échelle est un peu aplatie, on ne voit pas très bien, mais j'ai une latence qui est l'ordre de la seconde. Donc en conclusion, ça veut dire qu'avec un disque dur, mon système est capable de gérer 100 000 requêtes secondes. Ça ne fait pas beaucoup, Thierry. Ouais, ça fait pas beaucoup. Du coup, on a échangé avec Peter Lurie sur ça. On s'attendait à voir bien mieux. Alors, lui recommande à ses clients de fonctionner avec des SSD et en particulier particulièrement très rapides. Il pointe aussi du doigt un bug dans le kernel qui devrait passer, il m'a donné la version exacte, qui permettrait d'améliorer pas mal les perfs. Donc, il faut évidemment le matériel qui suit derrière. Nos benches ont été faits sur pas des machines virtuelles, pas sur nos Macs, ça tournait même pas, ces débits-là. Ils ont été tournés chez OVH, on a provisionné des machines, en gros 16 cœurs, fréquence à 3 GHz, bon, une bonne machine. C'est ce qu'il faut de toute façon si on souhaite avoir adressé la basse latence. Le code est disponible sur GitHub et on vous laisse poser vos questions. Merci. Pas de questions? Si. Ouais. Alors, il est basé sur Unsafe. En gros, il y a une classe qui permet de faire du memory map file dans le JDK, qui est bien supporté, sauf qu'elle a été mal designée, elle a un grand nombre de problèmes et tout le monde la contourne. Et on utilise des random access files et ont besoin d'utiliser des unsafe pour aller accéder à des méthodes privées. Donc c'est utilisé par ça. C'est le cas de beaucoup de bases de données, Cassandra, tout ça. Donc là, ce qui est prévu dans le JDK 9, c'est qu'il y aura une option à passer à la JVM pour pouvoir utiliser ça. Et dans Java 10, il y aura quelque chose d'officiel sans les options. Voilà. D'autres questions? Comment ? Il y a des dépendances, je ne peux pas les citer, il y en a très très peu. Mais de toute façon, la question, le but c'est quoi? C'est de se dire que ça pourrait poser problème suivant les dépendants? Il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si c'est pour faire le dump, gérer le YAML, il y a sûrement des utilitaires. Mais en fait, il a écrit tout un tas de bibliothèques. Au-delà de Q, on a parlé de ChronicleWire. Donc, pour gérer l'affinité des locks, c'est une autre bibliothèque. En fait, il a écrit un peu toutes ces bibliothèques pour produire ChronicleQ, produire ChronicleMap, parce que des bibliothèques prises un peu, entre guillemets, au hasard, qui n'ont pas été écrites pour de la basse latence et des performances extrêmes comme ça, n'auraient pas fait l'affaire. Mais ils réutilisent quand ça ne pose pas de souci en termes de performance. Alors, donc, ce qu'il va faire, c'est que
la méthode, le nom de la méthode va faire partie du message. On l'a vu dans le dump, il y avait le onCreateQueue. Et du coup, si vous changez le nom de la méthode, ça va poser un souci. Vous pouvez changer le package de la classe ou le nom de la classe, il n'y a pas de souci. Parce qu'à chaque fois, vous donnez la classe qui va lire le proxy et tout ça. Si vous devez changer le nom de la méthode, en fait, vous allez créer une autre méthode avec le nouveau nom. Et donc l'ancien nom pointera vers la méthode, l'implémentation de la méthode, et vous allez déprécier cette méthode en attendant d'être sûr de ne plus consommer de messages comme ça. Je pense qu'il est peut-être aussi possible de réécrire ce qu'il y a sur la queue pour changer le nom, mais c'est probablement pas ce que je ferai. Il faut voir aussi qu'en finance, il y a quand même beaucoup de gens qui rejouent, en fait, qui sont intéressés. Ils trashent beaucoup sur la journée. Une fois que la journée est passée, il y a beaucoup de choses qui sont trashées. Donc des livraisons, on peut dans pas mal de cas se dire qu'on ne va pas aller rejouer les événements. Et c'est après pareil un peu sur les messages, à savoir que les noms vont compter des champs et il faudra créer un nouveau nom. Si vous rajoutez, ça ne pose pas de souci. Et derrière, si vous voulez faire du JSON, vous pouvez. Je ne suis pas sûr que dans la basse latence, ce soit très, très utile, mais pourquoi pas. Ou du CSV. Hein. Mais pour débugger, ça peut être sympa. Pour débugger, ça peut être sympa si vous voulez avoir quelque chose proche du web. Donc tu parles de la mesure de la latence et en corrélation avec le débit. Alors on a Siron. Alors, donc en fait, on a utilisé un outil qui est fourni par Chronicle, qui n'est pas spécifique à Chronicle, qui va en fait une mesure pour avoir les pourcentiles, il faut garder toutes les mesures. Donc il n'y a aucun trash, on jette aucune mesure. Donc il n'y a pas de sampling. Tout ce qu'on fait, c'est quand on démarre, on publie un événement, la librairie nous aide, on peut faire sur une sorte de timer, on dit go, et on attend d'avoir l'événement de retour, que le code a été traité, ça passe sur un autre process, ça revient, et à ce moment-là, quand on reçoit l'événement de retour, on fait un stop sur le timer, et lui est capable, après coup, d'aller avoir les pourcentiles. Mais on ne jette rien, donc il n'y a pas de sampling. Oui. Sur le long poser, ou vous voulez parler? À quel niveau de mesure on peut descendre? Aujourd'hui, il me semble, je ne suis pas absolument sûr, mais il est clair que d'aller chercher des choses à la nanoseconde, ça ne va pas bien marcher. Nos systèmes ne nous le fournissent pas. Donc après, on va être plutôt sur quelque chose de la microseconde. C'est ce qu'on va pouvoir mesurer. Après, on pourrait se permettre, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens de faire autrement, mais pour moi, mesurer de la nanoseconde, de toute façon, il n'y a aucun système qui le permet par ce que permet de faire au niveau de la machine, en fait, tout simplement, quoi. Plus de questions? Bon, très bien, merci. Merci beaucoup.